Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Pour les personnes pas habituées à la chaîne, on parle ici de trek, de matos, de randonnée. Je sais que pour la majorité d'entre vous, en tout cas nos amis français, vous êtes en confinement. Donc c'est pas vraiment le moment vraiment pour randonner. Par contre, c'est peut-être le moment pour faire un peu le point par rapport à son matériel et puis se préparer au déconfinement. Allez, soyons positifs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon matériel hivernal, des changements que cela nécessite dans l'équipement, dans le poids aussi du contenu du sac à dos. Donc c'est pas mal de gros changements. Ça, c'est ma doudoune synthétique, la Torrid Apex. Donc ça, c'est du synthétique. Je la montre parce qu'elle est importante. Parce qu'elle est synthétique, elle me permet d'aller plus loin dans la mauvaise saison. Lorsque je vais devoir porter une doudoune sous ma veste parce que j'ai quand même froid, mais que je suis quand même dans l'effort. C'est assez important parce qu'une fois qu'on a trop froid avec la polaire, on peut mettre un coupe-vent, hein, notre veste de pluie si on veut. Et ça peut être déjà un petit sauna. Le problème, c'est que si vous mouillez une doudoune en plume, vous allez la rendre inefficace et puis on peut avoir un souci pour le soir, hein, pour le bivouac. Parce qu'il ne faut pas oublier, il faut toujours garder quelque chose de vraiment bien chaud et sec pour le bivouac. Cette doudoune synthétique, elle me permet de la porter quand même dans un effort modéré, on va dire, sans trop exagérer pour ne pas la tremper, mais elle va être mouillée au niveau du sac à dos, sous les bras, etc. Mais elle me tient quand même au chaud, même mouillée. Surtout, elle va sécher, mais super vite après, hein. Je la mets un coup, un moment dans la tente, comme ça, je la aère un peu et tout, etc. Et puis elle sèche super rapidement. Ensuite, ben, j'ai mes doudounes. Je ne l'ai pas amené là, parce que ça faisait un peu trop vraiment sur la table, mais en été, hein, sur la synthétique, ou en plume naturelle, en duvet. Donc j'en ai aussi des micro-doudounes, comme on les appelle. Par contre, quand vous avez vraiment des gros froids, ben, vous n'avez pas trop le choix, hein, parce que le synthétique de ce style-là, ce ne sera pas assez. Donc on a aussi des grosses doudounes. Ça, c'est ma doudoune d'hiver, qui est plus costaud, donc on passe tout de suite au demi-kilo. Ça c'est bien, c'est du gros duvet, mais il faut faire attention aussi parce qu'il ne faut pas le mouiller comme on vient de dire. Donc c'est une gestion qui n'est pas évidente à avoir, hein. C'est bien d'avoir pas mal de sous-couches pour pouvoir faire des rocades si on a besoin de changer quelque chose, pour pouvoir plutôt garder ça au sec pour le soir. Parce qu'il fait moins 10, moins 15, puis que vous allez bivouaquer, ou même moins 5, mais que tout est mouillé, vous êtes cuit, hein, ça va être difficile. De nouveau, en été, moi je randonne avec cette veste, c'est la Montbell Versalight, c'est une veste de pluie et coupe-vent ultra légère, qui est super chouette, mais de nouveau le tissu est super fin, donc il va couper le vent, mais on aura cette pression d'air froid sur la doudoune ou sur la polaire. Donc c'est quelque chose qui est fait plutôt pour le 3 saisons, je vais dire. Ça tient bien, hein, ça tient bien. Je vous engage d'ailleurs à regarder la vidéo qui s'appelle Push, la série Push, où j'ai testé le matériel d'été, 3 saisons on va dire, que je prends dans des conditions hivernales, avec de la neige, et puis de la pluie, et puis des tempêtes de neige, puis des choses comme ça. C'est assez intéressant parce qu'on voit cette espèce de limite, hein, où on est vers les moins 5, moins 2, moins 4, moins 5, des choses comme ça. Et puis on voit qu'on arrive à pousser assez loin le matériel, mais ben voilà, il ne faut pas avoir de soucis réels ou de choses comme ça, mais ça tient assez loin. Par contre, dès qu'on a vraiment des choses plus costauds ou de la plus longue durée, c'est pas une bonne idée, hein. C'était juste pour voir, disons, jusqu'où on peut aller. Donc, je troque cette veste super légère avec ma grosse hardshell, 3 couches. Ça, c'est la Mammut Tetum. J'en ai fait une revue aussi. C'est un modèle qui est plus produit aujourd'hui, mais il y a des remplacements. Ça, c'est du gros, costaud, donc il y a un meilleur rapport de coupe-vent, il y a un peu plus, il n'y a pas d'isolation, hein, ça reste simplement une hardshell 3 couches que je vais mettre par-dessus des isolants qui sont dessous. Aussi à des ouvertures sous les bras qui permet un petit peu de sortir la chaleur quand on est un peu en travail, de faire des efforts, donc c'est assez important. Tout ça, c'est de plus en plus lourd, hein, parce qu'on a tous les matériaux qui changent, donc on va arriver plus tard, vous verrez, à une conclusion. Toujours les pantalons de pluie, un changement, ça c'est toujours les Versalight de chez Montbell, donc c'est des pantalons de pluie simples, légers, ultra légers même.
Ils font bien leur travail, mais quand on bascule dans des choses d'hiver, ben moi j'ai tendance plutôt à prendre ce genre de pantalons. Ça, c'est des Berghaus en Gore-Tex qui sont dézippables complètement jusqu'en bas ici, qu'on peut ouvrir ici pour avoir un petit peu d'aération sur la jambe. Hein. Donc on peut l'ouvrir de la hanche ici jusqu'au genou, on va dire, pour avoir un peu l'air chaud qui sort quand tout à coup il y a un coup de soleil ou je sais pas quoi. On peut le dézipper complètement, donc les mettre sans avoir besoin d'enlever les chaussures. Un tissu Gore-Tex comme ça qui est plus résistant. Voilà pour ce qui est des pantalons de pluie. Puis maintenant, quand c'est encore plus froid, il y a d'autres solutions que vous pouvez trouver, par exemple pour la raquette ou les temps de blizzard avec de la neige, etc. C'est les pantalons un peu plus d'alpinisme, on va dire, de choses comme ça. Donc ça, c'est les Simalp Python, c'est le Expedition Series. Donc c'est des pantalons, des surpantalons en fait, avec ici bretelles. Donc c'est vraiment quelque chose de costaud, avec des zips sur les côtés pour pouvoir un peu sortir la chaleur de nouveau, avec les fesses et tout ça qui sont renforcés pour pouvoir, sur les cailloux, les choses comme ça, les genoux, la même chose, et puis une isolation, donc tout à l'intérieur, ils ont toute une isolation, il y a plusieurs couches et compagnie. Les genoux sont articulés, donc ils sont préformés, etc. Ici sur les côtés, il y a des protections pour les crampons ou les raquettes par exemple, et puis il y a des guêtres intégrées, complètes, qui viennent vraiment serré sur le bas de la chaussure et puis qui empêche à la neige de remonter dans le pantalon, ce qui est super cool. Il y a même un Reco d'ailleurs, détection dans les avalanches. C'est quelque chose que j'utilise pour les trucs un peu plus costauds. Quand vous allez voir notamment cet hiver, je vais vous présenter une série froid extrême. On va aller ensemble bivouaquer dans la neige, dans le blizzard. Ça va être le Bronx, mais ça va être super intéressant. Je vous emmènerai avec moi faire des folies. Juste derrière, il y a la Sibérie de la Suisse, ce qu'on appelle la Sibérie de la Suisse. Ça s'appelle la Brévine. C'est là où le record suisse a été fait, à moins 41 degrés. Alors c'est un record d'une fois. J'étais déjà vivant quand c'est arrivé, mais j'étais jeune, je dois avoir 10-15 ans, quelque chose comme ça. Et puis par contre, il y a assez régulièrement des chutes à moins 30, moins 35, des choses comme ça. L'année passée, rien du tout. Catastrophe. Cette année, j'espère des gros froids et puis j'espère pouvoir y aller. De toute façon, je vais m'engager avec vous dans des choses sympas. Couchage, tout ce qui est Uberlight et les matelas gonflables avec très peu d'isolation, 2.5 ou compagnie, c'est loin, ça c'est sûr, parce qu'on arrive dans des températures différentes. Donc j'ai le X-Lite, ça c'est... Déjà je peux le tirer pas mal, on peut dormir sur la neige déjà, mais disons dans des températures bien froides. C'est quelque chose de très bien isolé là, alors c'est plus bruyant parce qu'il y a cette isolation justement dans le matelas, mais c'est vraiment super chouette. Par contre, quand vraiment il y a des froids beaucoup plus intenses encore et puis que vous dormez sur la neige et compagnie, je recommande, ou pour les filles, je recommande le matelas Thermarest NeoAir Exturb. Et le Exturb, lui, il a une isolation de 5.2, si je ne me trompe pas. Donc ça, vous dormez mais sur la neige comme ça. C'est vraiment, voilà, c'est beaucoup plus lourd, mais c'est beaucoup plus résistant, plus costaud, et c'est super chaud. Ça, il ne faut surtout pas le prendre en été, voire même en fin d'été, parce que c'est tellement chaud qu'en fait, ça vous fait transpirer. C'est vraiment super efficace et c'est vraiment merveilleux comme matelas. Donc voilà ce que j'utilise pour vraiment l'hiver et les grands froids. Par rapport au couchage, je ne l'ai pas mis là parce que j'ai pas la place. Les sacs de couchage aussi vont évoluer. On a parlé du matelas, mais maintenant, l'isolant principal de votre sac de couchage ou kilt doit évoluer. Alors moi, j'ai personnellement des sacs de couchage qui sont garantis 0 confort et puis un kilt également. Donc ce que je fais pour les plus grands froids, c'est que je prends mon sac de couchage 0 et par-dessus, je mets le kilt.
Donc ça me fait en fait un gros rembourrage. C'est assez sympa parce que le kilt, je l'ai de toute façon pris en vraiment large. Donc il est plus large que le sac de couchage. Il arrive à tout prendre d'un coup, à isoler, enfermer, puis ça devient un méga sac de couchage. La seule chose par contre que j'ai pas, c'est un double capuchon du sac de couchage. Donc j'ai le sac de couchage qui est en bas, le kilt va s'arrêter ici et puis je mets ma cagoule ici, ce qui me fait vraiment, cette fois, je peux descendre quand même pas mal dans des bons froids. Par contre, ben, ça devient plus lourd, hein. J'ai 700 grammes mon kilt à peu près, plus 1 kg et des poussières, je vous mettrai le poids. Donc du coup, ça devient un combo un peu plus lourd, mais bon, il faut ce qu'il faut. Bientôt, je vais m'équiper pour les grands froids avec des choses un peu plus costauds encore, je vous en parlerai, c'est des projets à venir pour cet hiver. La duplex, donc c'est une tente monoparoi, super fine, pas très bien isolée dans le sens où le vent circule pas mal, avec une paroi tellement fine qu'elle n'isole pas du tout du froid, mais par contre elle est bien coupe-vent, ça y a pas de souci, la toile elle-même. Tout le monde a toujours dit « ouais, la duplex, c'est une tente, il fait froid, etc. » C'est pas la tente qui va faire est-ce que vous avez chaud ou froid, c'est ça, et puis c'est votre sac de couchage, c'est vos habits, et comment vous avez... C'est votre couchage en fait qui va faire est-ce que vraiment vous avez froid ou pas. Parce qu'il y a des gens qui dorment dans la neige avec un sac de couchage sans tente. Ça se fait beaucoup. C'est ça vraiment qui est important. L'abri va vous mettre à l'abri des éléments. Du vent, il va couper le vent, de la pluie, de la neige, et voilà, des choses comme ça. Donc avec ça, moi j'ai été dans la neige. J'avais le fond enneigé, il a neigé par-dessus, voilà, et des températures négatives, -5. Ça va très bien. Ça va très bien. Tout dépend de votre sac de couchage et du matelas, de votre isolation. Donc c'est possible d'aller avec ce genre de tente monoparoi dans des températures négatives, il n'y a pas de problème. Par contre, certaines limites aussi. Ça, c'est pas une tente qui est autoportante, donc elle va être peut-être un peu plus compliquée à mettre en œuvre, surtout s'il y a des gros blizzards. Donc j'ai d'autres solutions, il y a la Uba Uba NX. C'est pas des tentes qui sont faites pour aller sur des Malayas comme ça. Il y a d'autres structures, d'autres tentes qui sont encore plus résistantes avec des tissus plus lourds, etc. Mais disons que là, c'est une double paroi, autoportante, costaud. C'est pas d'ultra léger, c'est 2 kg ça, comparé à ça qui est 700 grammes. Mais elle vous permettra, disons, de rester quand même à des vents un peu plus forts et c'est une maison un peu plus costaud. Moi, je vais avec 2 personnes pour des histoires de place, parce que quand vous avez les raquettes, puis les machins, puis les trucs, puis que c'est en hiver, et puis il faut vous changer, puis tout ça, ça me rend fou d'être dans un machin comme ça. Voilà, quand on devient vieux, on a envie d'avoir un salon à disposition. Je continue un petit peu, ça peut aller plus loin, donc dans certaines situations, je prends avec moi des lunettes de ski simplement. Ça c'est parce que suivant où vous êtes, avec le vent qui trace, c'est important de pouvoir avoir ces lunettes-là, parce que sinon c'est insupportable, c'est comme ça vous ne voyez rien, vous ne voyez pas où vous allez, voilà. Donc ça peut être un ustensile à prendre dans vraiment la rando hivernale. Important. On va parler maintenant un petit peu sécurité, qu'est-ce qu'on peut apporter. Donc bien sûr, quand on pense hiver, neige, on pense crampons. Ça, c'est des crampons standards à mettre par-dessus la chaussure qui ont des petites dents de 1 cm à peu près, voilà, en acier. C'est pas très lourd, c'est standard. Ça va pour soit des chemins glacés, des choses comme ça, avec de la neige très compacte, très dure, et puis de la boue un peu glissante ou du terrain herbeux, des choses comme ça, mais ça va pas pour de la neige un peu plus haute parce que les dents sont pas assez fortes. Ensuite, j'ai des autres crampons qui, eux, sont ma prédilection, qui sont beaucoup plus polyvalents, ils sont plus lourds, mais c'est des crampons acier qui sont grands dans leur, on va dire, dans leur encombrement. Là, je les mets dans une poche juste pour pas faire de trous, mais voilà, qui sont réglables en longueur, mais qu'on enfile comme ça, et puis vous faites juste clac, clac,
et puis c'est bon, les crampons sont enfilés et c'est des bonnes grosses dents de 2 cm avec l'avant, l'arrière, donc c'est vraiment quelque chose de costaud avec une lame en ressort ici hein, qui suit votre chaussure. C'est juste un peu long et encombrant mais ça se clip on peut les mettre sur le sac à l'extérieur. C'est ceux que je trouve le plus polyvalent parce que là vous pouvez déjà aller dans la neige un peu plus haute et c'est pas mal. J'en ai d'autres encore, je ne vais pas tous les énumérer, j'ai fait une vidéo aussi sur les crampons. Pour expliquer un petit peu toutes ces différences-là. Donc, encore du poids en plus. Ensuite, suivant les névés, vous avez besoin de piolets pour pouvoir vous arrêter, vous crocher, mais c'est surtout pour stopper la chute. Hein, c'est ça qui va vous permettre de vous arrêter dans la pente. C'est tout un art, disons... Alors ça m'est jamais arrivé, par contre je me suis entraîné à me mettre dans des pentes pour m'arrêter. Voilà, c'est bien de savoir s'en servir, c'est bien de l'avoir, mais il faut surtout savoir s'en servir pour ne pas se blesser plus que vous ne l'auriez été. Avant de toute chose, il faut éviter le départ en glissade, donc les crampons sont essentiels. Et puis ensuite, pour pouvoir s'arrêter si vraiment encore vous partez, le piolet peut être demandé dans certaines situations. Même en été, hein, quand vous avez des névés qui traînent en haute montagne. Un petit truc, parfois que je prends, pas dans des longues distances où je sais que je vais devoir porter longtemps, sur plusieurs jours et compagnie, mais quand je vais par ici autour de chez moi, puis que je fais un petit bivouac de une nuit par exemple, hein, je pars 2 jours, etc., je prends avec moi un petit hamac qui est tout con, tout simple, hein, c'est pas un grand truc, voilà, je peux m'allonger, mais pas complètement, parce qu'il n'est pas très long, il fait 1,60 m je crois. Par contre, c'est très vite fait, ping bing, entre 2 arbres, et puis ça me fait un siège hors sol. Et puis ça, j'aime bien. Plutôt que toujours être assis par terre sur mes troncs pleins de neige, machin. Alors normalement, j'ai un petit pad hein, en mousse comme ça. Mais quand vraiment il y a de la neige et tout, et en fait, vous avez ce truc qui est toujours hors sol, parfait, qui vous permet vraiment de vous asseoir, de vous allonger chaise longue. Ça pèse pas grand-chose, ça il y a 400 grammes, 350-400 grammes, je dirais. Voilà, j'ai plus cette cordelette-là. Maintenant, j'utilise du Dyneema, ce qui est beaucoup plus léger en fait, puis qui permet pour la même résistance d'avoir vraiment des longueurs plus longues pour aller chercher d'autres arbres. Ça peut être sympa, c'est un petit gadget si on veut, mais c'est cool, c'est cool. Maintenant, on a vu un petit peu tous les changements que ça peut engendrer. Ce qui est important, c'est surtout d'avoir vos rechanges secs pour le soir, comme on l'a vu, d'avoir le couchage adéquat, de ne pas sous-estimer les froids, puis de ne pas non plus prendre 170 000 choses. Ici, il y a beaucoup, mais en fait, ça revient au même, c'est première couche, si je ne parle pas des rechanges, première couche, deuxième, troisième, quatrième. Donc ces 4 couches, on les a vues. Tous ces changements, toute cette bascule vers un matériel d'hiver, elle a un impact très important. Le principal, je dirais, c'est le poids. Et ça, c'est quelque chose qui est pas négligeable. Avant le volume, il y a le poids, donc ça veut dire que votre portage doit être adapté. Moi, personnellement, en hiver, je passe de ces sacs ultra légers sans armature à des sacs traditionnels. Ça, c'est mon bon vieux Granite Gear Crown 60. Donc c'est des gros sacs, mais ils sont au kilo à peu près hein, de poids, donc ça reste quand même du léger. Il y a une petite structure ici dorsale, il y a un bon portage, une bonne ceinture et puis un bon gros volume. 60 litres en soi, ça paraît monstrueux, mais quand vous avez les raquettes, des gros sacs de couchage, des doudounes, des choses comme ça, de la nourriture et tout, les crampons, enfin voilà, tout prend plus de place et tout est plus lourd, donc il faut adapter aussi le portage. Moi, c'est ce que j'utilise, comme ça, j'ai pas trop de soucis avec ça et puis je suis tranquille pour ma rando. Une dernière chose que j'aimerais parler encore, à adapter pour l'hiver, c'est tout ce qui est la gestion de l'énergie. Avec le froid, les batteries s'épuisent plus vite. Votre smartphone, si vous utilisez la cartographie et des choses comme ça, faites attention. Donc il faut prévoir, moi je prévois en hiver des power banks, des batteries pour recharger le Natel et compagnie, le smartphone, qui sont beaucoup plus grosses, qui durent plus longtemps parce que vous allez consommer beaucoup plus. La même chose pour le gaz, il fait plus froid, donc bouillir de l'eau, ça prend plus de temps, il y a du vent, l'eau est glacée, si vous faites fondre de la neige en plus, et puis certainement vous allez faire
plus de repas chauds. Là, ça devient important le matin d'avoir un café, un thé pour se réchauffer, le soir aussi, alors qu'en été, moi, en général, je fais juste le soir quelque chose de chaud et puis c'est tout. Donc, pensez à prendre peut-être des cartouches plus grandes. Donc, tout ça, de nouveau, ça fait encore du poids et du volume en plus. Ce que je vais faire, c'est que je vous présenterai, là c'est tout en vrac, juste pour parler de l'évolution des choses dans l'équipement pour l'hiver, mais je vous présenterai ma gear list, mon contenu de sac à dos hivernal complet, en épurant un petit peu tout ça, puis en vous montrant vraiment ce que j'utilise et ce que j'ai pris dans les conditions plus difficiles. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu un petit peu vous aiguiller, vous faire réaliser certaines choses, ce qu'il faut prendre, pas oublier, voilà, des choses comme ça, et qu'est-ce qu'il est possible de faire peut-être comme alternative. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir être mis au courant de toutes les vidéos que je poste, une par semaine au minimum. Et puis surtout, prudence, courage pour le confinement. Je vous tiens les pouces, promis. Et puis j'essaierai de vous faire des vidéos pour un petit peu vous aérer et puis vous proposer 2-3 choses sympas à regarder. Allez, courage tout le monde, hein. Ciao, bye bye.